le journal. Bonsoir et merci de choisir Radio Gabon pour vous informer et bienvenue à cette édition d'information. À la une de l'actualité, la stratégie de lutte contre la corruption au Gabon. Au centre ce matin, la primature d'un conseil de cabinet présidé par le Premier ministre chef du gouvernement en présence du ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Les personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon viennent de se voir dotées d'un nouveau centre de prise en charge pour désengorger les centres existants. L'annonce a été faite par le docteur Guy Patrick Obiandong à l'occasion de la célébration ce mardi de la Journée mondiale de lutte contre le sida. La taxe sur les véhicules de luxe désormais applicable dans notre pays, une taxe qui reste méconnue par de nombreux automobilistes. Il s'agit d'une des recommandations issues de la taxe force sur les finances publiques. Puis, hors de nos frontières, la communauté internationale pousse au dialogue et à la fin du conflit en Éthiopie. Voilà pour la charpente de cette édition d'information. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Une présentation de Fabien Nguio Kemvele. Le Premier ministre chef du gouvernement a dévisé ce matin avec le ministre de la promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. C'est dans le cadre d'un conseil de cabinet axé sur la stratégie de lutte contre la corruption au Gabon. Raymond Savo. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est allé présenter au Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, sa feuille de route. Francis Nkeyanzige. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tient beaucoup à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. C'est pour cette raison qu'un ministère a été dédié spécialement à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. En exécution de ces instructions, Madame le Premier ministre a convoqué un conseil de cabinet pour que nous essayions de lui donner connaissance de notre feuille de route et que, après discussion, elle puisse donner des correctifs. Les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption étaient également à l'ordre du jour. On envisage dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques de mettre en place un comité de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons obtenu en matière de bonne gouvernance une place privilégiée dans la sous-région. Le dernier rapport de l'Afrobaromètre faisait état effectivement de la place de notre pays, d'une place privilégiée, parce que nous avons la première place dans la sous-région CEMAC et la 21e dans le continent africain. S'il est vrai que nous bénéficions de cette place privilégiée, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des efforts à faire. C'est un peu ce qui motive la réunion qui a consisté à revoir toutes les questions relatives à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption et, si possible, d'apporter des correctifs nécessaires. Ce conseil de cabinet se tient au moment où le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est en campagne de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et ses conséquences sur le développement socio-économique du Gabon dans les administrations publiques du pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'éducation nationale chargé de la formation civique organise du lundi 7 au samedi 19 décembre 2020 à Libreville la première campagne de tests d'orientation dédiée aux bacheliers 2020. Conduite sur le terrain par les conseillers d'orientation, psychologues, repositionnés au cœur du processus d'orientation scolaire des élèves après être vus dotés de nouveaux outils scientifiques de travail. Cette opération poursuit un objectif majeur, à savoir permettre à l'élève d'identifier un métier en adéquation avec son potentiel et sa personnalité afin de choisir en toute responsabilité une filière d'études post-baccalauréat censée faciliter son entrée dans le marché de l'emploi. Et dans le cadre du suivi des recommandations du Forum de la fonction publique, les ministres de la fonction publique et du budget ont présidé ce jour des travaux de la commission de travail impliquant les deux ministères sur la mise en œuvre du plan d'action 2020-2021 conformément à l'adoption du dit plan lors du Conseil des ministres du 20 novembre dernier.
Il s'agissait notamment du plan de régularisation des situations administratives des agents publics et l'arrimage des pensions. Tout autre chose à présent, et nous parlons de la célébration ce 1er décembre à Libreville de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Le centre hospitalier régional de Mélène, le programme national de lutte contre le sida et l'hôpital d'Nkembo ont constitué les principaux lieux de ces manifestations. Ahmed Ryan Zengi. C'est à travers la mise en place officielle d'un nouveau centre de prise en charge des personnes vivant avec le sida que les manifestations marquant cette journée mondiale ont débuté. L'érection de ce centre entre dans un processus évolutif, celui lié à la décentralisation de la prise en charge des patients séropositifs. Dr Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Nous avons organisé une cérémonie officielle avec la mise en place d'un nouveau centre de prise en charge au niveau du centre hospitalier régional de Nkembo. Ça rentre dans le processus de décentralisation de la prise en charge parce que, comme vous le savez, la prise en charge se fait uniquement dans les CTA. Or, il faut aller à l'étape suivante, c'est celle de pouvoir décentraliser la prise en charge, les ARV, dans les hôpitaux de proximité. Du centre hospitalier régional de Mélène au programme national de lutte contre le VIH-Sida, l'accent a été mis sur le dépistage de masse, gratuit, volontaire et anonyme, afin de permettre à chacun d'être situé sur son statut sérologique. Nous terminons cette journée par un repas communautaire que nous avons voulu partager avec les personnes vivant avec le VIH pour leur montrer que le gouvernement et les partenaires au développement sont proches d'eux. Nous avons confiance en eux, que nous les soutenons et que nous les encourageons. Donc nous sommes venus témoigner et manifester notre attachement aux personnes vivant avec le VIH. Cette journée mondiale de lutte contre le sida aura également été l'occasion pour les autorités gabonaises de rendre hommage et de reconnaître le mérite des acteurs engagés dans cette lutte contre le VIH-Sida. Outre les centres de santé, les ONG, les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, plusieurs volontaires ont également bénéficié d'une mention spéciale de la part du ministère de la Santé. Au centre de traitement ambulatoire d'Nkembo, les hostilités ont été marquées par des dépistages volontaires des malvoyants, des sensibilisations et des comportements responsables face au VIH-Sida pour gagner la bataille contre cet ennemi. Un reportage d'Edgar Kaba. C'est une cinquantaine de personnes malvoyants qui se sont prêtées au test volontaire de dépistage du VIH-Sida pour connaître leur statut sérologique au centre de traitement ambulatoire d'Nkembo à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre cet ennemi redoutable. Ce après avoir été sensibilisés par le docteur Gisèle Ongolinguinde et Pousse Mbinzou. C'est ensemble que nous pourrons atteindre les 90% de personnes qui sont sous traitement atteignent une charge virale indétectable. Ça veut dire que nous tous, il est vrai que le client a 60% de partition à jouer, mais le reste est 40%. La famille, le travail, l'environnement a un rôle important aussi à jouer. Après un jeu de questions-réponses, cette couche fragile de la société gabonaise nous a confié ce qu'elle a pu assimiler. J'ai retenu que quelqu'un qui n'a plus de charge virale, même si elle entretient des rapports non protégés avec sa partenaire ou son partenaire, ne peut plus transmettre le virus à sa partenaire. J'ai retenu que si la femme enceinte suit bien son traitement, elle ne peut pas transmettre le virus à ses deux jus. C'est une journée consacrée et que toute personne responsable doit forcément se faire dépister parce que c'est pas bon d'ignorer sa sérologie. Il y a une cinquantaine de personnes, tout âge confondu, il y a les jeunes, il y a les moins jeunes. Moment de dégustation, de chants de joie, paris de messages de sensibilisation et de responsabilité collective et individuelle ont meublé également ces retrouvailles. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, il est nécessaire pour la rédaction de Radio Gabon de jeter un regard sur les activités de la Direction générale de la prévention contre le sida avec quelques chiffres à l'appui. Ahmed Ryan Zengue pour Le Point. Bras séculier du gouvernement en matière de mise en exécution de la politique nationale de lutte contre le VIH-Sida, la Direction générale de la prévention du sida est un organe central du ministère de la Santé, dont la mission principale est de gérer toutes les questions liées à la sensibilisation et à la prévention contre cette maladie.
Denise Agano-Ongota, épouse à Plogan, directeur général adjoint de la prévention du sida. Nous sommes une direction centrale du ministère de la Santé. Nous travaillons avec le programme de lutte contre le sida qui gère un peu les CTA, les malades, les dépistages des maladies sexuellement transmissibles également. Au regard de la situation épidémiologique actuelle, la prise en charge sanitaire et la problématique du VIH-Sida restent encore un défi, car à ce jour, sur les 50 000 personnes séropositives dépistées, seuls 26 000 sont sous traitement pour des raisons diverses. Ils font le test et ils disparaissent, alors que le traitement est gratuit. L'État fait vraiment beaucoup pour que les gens aient les médicaments et vraiment, ce n'est pas donné à tous les programmes. Avant, on prenait 30 comprimés, aujourd'hui, on prend un seul comprimé par jour. En ce qui concerne la PTME, programme de lutte contre la transmission mère-enfant, il existe quelques avancées significatives, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est parti dans les années 2000, 2003, on avait un taux de transmission de la mère à l'enfant qui était de l'ordre de 21%. Aujourd'hui, on est à 5%. Ça veut dire qu'il y a des avancées. Il y a des enfants dont les parents sont positifs et qui naissent sans être malades. Donc tout ça, c'est possible. Il faut que les gens se rapprochent des services. Le taux global de contamination au VIH au Gabon, bien qu'étant revu à la baisse, semble avoir changé de cible. Par rapport aux chiffres que nous avons, on a une baisse. Elle n'est pas très importante, mais elle est régulière. Depuis 5 ans, les cas diminuent, mais on pourrait faire mieux. Ce qui nous inquiète, c'est que les nouvelles infections, c'est chez des jeunes, des adolescents et des jeunes, c'est-à-dire de 10 à 24 ans. Parce que vous savez qu'ici, les rapports sexuels, les gens commencent leur vie sexuelle très jeune. Désormais érigé en centre de prise en charge VIH, le centre hospitalier régional de Mélène pourrait permettre de désengorger les centres existants, mais aussi et surtout d'améliorer l'efficacité de la prévention nationale contre cette maladie. La journée mondiale de lutte contre le sida a été également commémorée à Oyem, chef-lieu de la province du Wollentem. Les attentes des populations ont été présentées par la coordination provinciale du programme multisectoriel de lutte contre cette pandémie dans le septentrion. Les détails avec Firmin et Lévia Mosui. La coordination provinciale du programme multisectoriel de la province du Wollentem de lutte contre le sida et infections sexuellement transmissibles en collaboration avec le centre de traitement ambulatoire ont marqué cette journée du 1er décembre à Oyem, suivant la thématique nationale, je cite, « Responsabilité de chacun et effort de tous pour lutter contre le VIH, SIDA et IST par plusieurs activités, parmi lesquelles l'inspection des structures sanitaires devant abriter la campagne de dépistage gratuite tout au long du mois de décembre en cours. Le préfet du département du Wolle, Eline Zengi, représentant le gouverneur de province empêché, s'est livré tout de même à un exercice de conscientisation pédagogique sur la question. En 2020, la pandémie du Covid-19 ainsi que les répercussions des autres pandémies sur les vies et la subsistance des personnes ont monopolisé l'attention du monde entier. En affectant tous les secteurs d'activité, a lourdement perturbé la riposte au VIH-Sida en entraînant une rupture d'approvisionnement en fournitures sanitaires. Il est donc nécessaire de conjuguer nos efforts, tous secteurs confondus, dans toutes les couches sociales, toutes les organisations au niveau national, afin de mettre fin au sida. La célébration de cette 32e journée devrait, en termes de sensibilisation, impacter les facteurs socio-culturels et comportementaux, les facteurs démographiques, dont le brassage avec les populations des pays frontaliers, dans la mesure où la province du Wollentem apparaît, selon les experts, en 4e position des villes du Gabon les plus impactées, avec un taux de prévalence de 6,2%, ce à cause de sa position géographique. D'où l'appel, ou si vous voulez, l'importance des séances de dépistage volontaire pour connaître sa sérologie, a indiqué le directeur régional de Santé Nord. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence. Germain, elle est bien, mais lui. L'agence gabonaise de presse célèbre ses 54 ans d'existence depuis hier, un anniversaire qui donne l'occasion à cette maison de presse d'organiser des activités. Aujourd'hui, un atelier de formation sur l'écriture audiovisuelle a été organisé à l'endroit des agents. Christelle et Yangedou. Les professionnels de l'AGP à l'école du savoir dans leurs locaux. Une occasion pour eux d'acquérir les techniques d'écriture en audiovisuel. Quelques agents prenant part à cette formation. Elle est particulière parce qu'elle est différente déjà de l'écriture presse que nous pratiquons au quotidien dans sa concision,
dans sa précision, dans le fait qu'elle allie 3 éléments, notamment l'écriture déjà, l'image et le son. Donc c'est un plus pour nous. On s'est un peu réapproprié les bases de l'écriture audiovisuelle parce que c'est déjà des choses qu'on avait apprises à l'école. Donc le cours d'aujourd'hui, c'était comme une façon de réapprendre ce qu'on connaissait déjà. À la radio, nous avons appris que l'écriture, on écrit de manière simple, avec des mots pour faciliter justement à l'auditeur de ne pas trop réfléchir, mais de comprendre facilement ce que vous voulez dire, d'écrire assez court. Et la même chose aussi pour l'écriture en télé. Il faut aller à l'essentiel. Un atelier qui a permis d'améliorer les acquis des uns et des autres par le biais d'un doyen de la profession, Célestin Guémaobam, formateur. Il s'agissait aujourd'hui de montrer aux confrères et aux consoeurs qui sont ici les principes de base de l'écriture radio et de télévision. Parce qu'on a souvent pensé que la presse écrite, la radio et la télévision ont la même manière d'aborder, de pratiquer l'écriture. Donc il fallait ressortir aujourd'hui les particularités de l'écriture journalistique à la radio et à la télévision. Cet atelier de formation sur l'écriture radio-télé a donné un plus à ses agents en termes de connaissances. Où en est-on avec les travaux de construction des canaux bétonnés du Grand Libreville qui permettront de réduire le taux élevé d'inondation en saison de pluie? Nous nous sommes rapprochés de la direction générale en charge de ce dossier qui nous donne quelques explications. Ahmad Farlan Beni-Evaka. L'aménagement du bassin versant de Nzengayong, le plus important des 21 bassins recensés à Libreville par la DGCE, la Direction générale de la construction et de l'équipement, avec environ 13 km de lit de rivière, a connu quelques perturbations, ralentissant ici son processus d'achèvement. C'est seulement en juillet dernier que les travaux ont repris, des travaux qui nécessitent encore de ressources financières, cette fois-ci en aval. Jean de Dieu Ndoutoum-Guéma, directeur général de la construction et de l'équipement. Là, nous ne sommes qu'à 2 km 300. Le canal principal qui part de l'échangeur d'Nzengayong au pont de la nouvelle cité. Donc vous voyez qu'une fois que ce sera terminé, il faut trouver d'autres ressources de financement pour voir maintenant l'aval de ce canal-là qui doit se jeter au bras de mer du côté de Dondogo sur une distance d'à peu près 1 km 700. Et pour réduire le taux d'inondation dans les communes d'Ovendo et d'Akonda en saison pluvieuse, la DGCE est en plein recensement des lits de rivière, comme nous l'indique son directeur général. Nous souhaitons atteindre 90 km de lits de rivière à entretenir en 2021. Nous avons sollicité pour le compte du budget 2021 une inscription budgétaire pour permettre de faire cet entretien régulier de ces lits de rivière, en sachant que les projets d'aménagement sont longs et coûteux. Selon les observations de la DGCE, d'ici 2021, les populations pourront vaquer librement à leurs occupations sans se soucier du pire, mais à cela s'ajoutera le curage et l'entretien de ces futurs canaux bétonnés qui nécessitera la mobilisation d'un montant de 2,120 milliards de francs CFA. Ahmad Farlan Beni-Evaka. Le paiement d'une taxe dénommée taxe sur les véhicules de luxe en application dans notre pays est méconnu par de nombreux automobilistes et même des populations. De quoi s'agit-il et à qui est-elle reversée? Élément de réponse dans ce reportage d'Ido Nyami. Cette taxe sur les véhicules de luxe en vigueur dans notre pays depuis peu, mais en application dans de nombreux pays du monde, vise à répondre aux engagements du Gabon en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Mais de quoi s'agit-il exactement? Dr Andrew Guedog, président de la Fédération gabonaise des assurances, explique. La taxe sur les véhicules de luxe est une émanation de l'État gabonais. Le principe ici est que ceux qui sont détenteurs de véhicules de luxe, donc des véhicules beaucoup plus polluants que d'autres, selon le principe du pollueur qui paye, puissent supporter au moment de la souscription d'un contrat d'assurance, pour peu que ce véhicule ait une puissance supérieure à 10 chevaux, une taxe supplémentaire que les assureurs vont effectuer, aussi bien les assureurs que les intermédiaires d'assurance, pour le compte de l'État. Rendu public par voie de presse par la Direction générale des impôts, le prélèvement de cette taxe chez les automobilistes suscite tout de même quelques interrogations. Je ne vois pas l'utilité de cette taxe. Si j'ai un véhicule de luxe et qu'on me demande de payer une taxe, je voudrais bien la payer, mais à condition de savoir à quoi va servir cet argent. Le prélèvement de cette taxe par les maisons d'assurance se fait en une fois par véhicule, précise Dr Andrew Guedog. Vous venez chez votre assureur,
pour la première fois, le véhicule est neuf ou le véhicule est importé, de moins de 5 ans par exemple, on prendra sur chaque cheval supplémentaire une somme de 20 000. Vous venez chez votre assureur pour la première fois, le véhicule a plus de 5 ans, vous payerez une taxe. Mais au renouvellement de votre assurance, vous ne payerez plus la taxe. La taxe sur les véhicules est perçue au profit de l'État et non des coursiers et compagnies d'assurance qui en assurent simplement la collecte auprès des propriétaires des véhicules et sont chargés de reversement à la caisse du receveur des impôts au plus tard le 20 de chaque mois. Sur un tout autre plan, l'association des œuvres sociales et religieuses au chevet des enfants issus des familles vulnérables des différents quartiers du premier arrondissement de la commune d'Ontoum, une initiative caritative de la présidence d'Adassa, native de cette localité. Roland Sylvani Andem. C'est dans cette ambiance que les enfants démunis âgés de 3 à 15 ans ont reçu leur kit scolaire pour l'année académique 2020-2021 des œuvres sociales et religieuses tout en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. D'où la satisfaction de certains parents vulnérables. Ça fait plusieurs années que je suis là. Par rapport au kit scolaire, vraiment c'est quelque chose qui nous réjouit. C'est un truc qu'on ne s'y attendait pas. C'est vraiment bienvenu. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont en difficulté par rapport à la crise sanitaire qui sévit. Donc ça vient vraiment soulager beaucoup de parents. Vraiment, c'est une grâce à Dieu. Les enfants de Koualassi, je crois que les majorités sont gagnés les cadeaux. C'est que Madame Etoutoye donne aujourd'hui. Vraiment, on remercie Éternel, que Dieu lui protège. On est satisfait. Occasion également pour le secrétaire général d'Adassa de revenir sur l'importance de ce geste. Pierre-Célestin Angoué. C'est l'élan de solidarité qui nous amène ici, parce que nous sommes conscients qu'il y a des familles en difficulté. Déjà, même nous qui travaillons, nous avons du mal à envoyer tous nos enfants à l'école. Certaines familles sont obligées de procéder au tri, ce qui n'est pas normal. Donc nous avons estimé qu'avec les peu de moyens que nous avons, nous allons aider les plus vulnérables, n'est-ce pas? Donc on s'est organisé en conséquence. Donc on a mis une stratégie en place. Elle consistait à enregistrer 2 enfants par famille, notamment ceux de première et 5e année. Donc on a voulu mettre l'accent sur ces 2 niveaux d'études et ça s'est plus ou moins bien passé. Les besoins sont énormes. La présidente de l'Association des œuvres sociales et religieuses Zéphirine Etotoa entend poursuivre ce challenge dans d'autres localités du pays pour permettre à chaque enfant d'être scolarisé. La communauté internationale célèbre ce 1er décembre 2020 la Journée mondiale de la solidarité. Son nom complet est Journée mondiale de la générosité et de la solidarité. Il s'agit d'une journée internationale de charité au début de fêtes de fin d'année. Roland Sylvani Andem. La Journée mondiale de la générosité et de la solidarité est aussi connue sous le nom Giving Tuesday. Ce mouvement mondial encourage et multiplie le don et l'engagement et s'inscrit dans un objectif de célébration de la solidarité. L'idée est de consacrer une journée aux dons sous toutes ses formes, comme le confirment certains Gabonais. J'ai déjà posé un acte de cette nature, mais au sein de la communauté chrétienne catholique. Nous avons l'habitude de faire des dons dans certaines structures de la place, notamment les hôpitaux. Comme je suis protestant, nous avons les sourds-muets à côté. Les sourds-muets ont souvent bénéficié de nos dons. Au niveau de la paroisse, nous avons une structure appelée Entraide paroissiale. Il m'arrive des fois de poser des actes de générosité, c'est-à-dire donner gratuitement sans pour autant attendre quelque chose en retour. Mon prénom c'est Hicham, qui est un prénom arabe et qui signifie généreux. À plusieurs reprises, j'ai eu à aider des personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont sollicité et je n'ai pas trouvé cela inhumain ou bien je n'ai pas pensé que ce n'était pas normal de le faire. Les exemples concrets d'actions initiées dans le cadre de cette journée sont nombreux et comme nous ne pouvons pas parler de toutes les initiatives, nous avons choisi Adassa, Association pour les œuvres sociales et religieuses, qui mène ces actions dans le cadre de la solidarité et de la générosité. La présidente Zéphirine Etotoa. Je posais des actes, j'œuvrais de manière isolée dans le cadre religieux purement. Donc
donc les enfants issus des familles démunies. J'apportais de l'aide alimentaire, les fournitures scolaires, j'assistais directement les familles. Bon, assistance multiforme. À l'heure où l'humanité est confrontée à cette terrible pandémie, la générosité est ce qui rassemble les personnes à travers le monde. La générosité donne à chacun le pouvoir d'apporter un changement positif dans la vie des autres et de contribuer à un avenir meilleur. À présent, l'actualité hors de nos frontières, c'est l'affaire de Love Paquita Dilebou Mabika. Bonsoir Love. Bonsoir Fabien. Et on débute par cette information qui touche l'ensemble du continent. Les enfants atteints par le VIH des pays africains seront mieux pris en charge. Oui Fabien, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida aujourd'hui, occasion de faire un bilan partiel de la maladie. Et il faut dire que la pandémie est toujours aussi virulente malgré des progrès enregistrés. Les objectifs restent quand même loin à être atteints. Toutefois, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Et parmi celles-ci, United, l'organisation internationale d'achat de médicaments liés à l'OMS, a annoncé aujourd'hui un accord permettant une meilleure prise en charge des enfants séropositifs dans les pays en développement. Le coût des traitements va fortement baisser et plusieurs pays africains vont en bénéficier. Allons à présent au Mali où la présidence de la République serait infectée par la Covid-19. La recrudescence des cas de coronavirus inquiète en effet de plus en plus au Mali. Le week-end écoulé, un conseil supérieur de la défense consacré au Covid-19 était prévu, mais il a été annulé après la découverte d'un foyer de Covid-19 au sein de la présidence de la République. Mais depuis, c'est le flou, l'incompréhension après l'annulation à la dernière minute lundi soir du discours que devait prononcer le président Mbandao. Et enfin, en Éthiopie, la communauté internationale pousse au dialogue et à la fin du conflit. C'est exact. L'armée fédérale a pris le contrôle de Mekele, la capitale de la région du Tigré, mais les chefs du parti Front de libération du peuple du Tigré restent introuvables jusqu'aujourd'hui. Leur leader affirme que la guerre continue et qu'ils vont l'emporter. De son côté, la communauté internationale pousse pour que le conflit cesse définitivement et qu'un dialogue s'instaure afin d'éviter une crise humanitaire. La page des sports à présent, c'est avec vous Chivarol Mokiunkolo. Bonsoir Chivarol. Bonsoir Fabien. Allons-y à la découverte du roller sport, une discipline sportive qui est très prisée par les jeunes, mais donc la fédération est peu connue au Gabon. La Fédération gabonaise de roller sport existe au Gabon depuis 4 ans. Elle a pour objectif principal le développement de cette discipline qui est considérée plus comme un loisir dans notre pays. Jonas Massala, président fondateur de la FEGAROS. Beaucoup de gens regardent beaucoup plus l'aspect négatif de la discipline à travers les jeunes que vous voyez dans la rue. Mais rassurez-vous, ça c'est un aspect blâmable, mais qui montre que c'est une discipline qui rencontre un plein succès vis-à-vis des jeunes qu'il va falloir simplement canaliser. Le patinage à roulettes ou roller est un mode de déplacement qui consiste à se déplacer sur des chaussures montées sur des roues. Il comporte un bon nombre de disciplines. Le roller est un sport à part entière, reconnu par le Comité international olympique. Parmi les 20 disciplines du roller, il y a le skateboard qui est aujourd'hui une discipline olympique. Il y a également le roller de vitesse qui est la discipline phare du roller. Ce sont des disciplines qui se pratiquent à l'air libre, qui ne nécessitent pas des infrastructures spécifiques. Comme toute discipline, le roller sport au Gabon connaît quelques difficultés. Les difficultés, on les rencontre sur tous les plans. En 2008, il existait très peu d'infrastructures sportives. De 2008 à nos jours, plusieurs infrastructures ont vu le jour. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont sous-exploités par les athlètes. On a l'impression que ces infrastructures ne sont pas créées pour les athlètes. Ce qui fait que pour un athlète, aller dans ces environnements, c'est presque la croix et de la bannière. Or, je crois quand même que la promotion du sport, c'est la mise à disposition de ces infrastructures à l'ensemble des sportifs. Nous, en ce qui nous concerne, l'une des difficultés qu'on rencontre, c'est beaucoup plus la méconnaissance par les populations de la discipline en elle-même. La FEGAROS procédera au renouvellement de son comité directeur le 20 décembre prochain lors de l'Assemblée générale élective.
En football, Pierre-Emerick Aubameyang n'a plus marqué dans le jeu en Premier League avec Arsenal depuis la première journée en septembre dernier. C'est cela, Fabien, une méforme qui inquiète les Gunners, en particulier son coach Mikel Arteta. Le technicien espagnol espère remettre son capitaine sur la bonne voie. Écoutons le directeur technique national Raphaël Nzambanzama qui s'exprime à ce sujet. C'est un garçon qui est petite qualité et qui est conscient de ce qu'il traverse actuellement. Et je suis sûr qu'il va rebondir forcément d'ici là parce que c'est non seulement un capitaine dans son équipe, mais un capitaine d'équipe nationale. Donc il a besoin de montrer tous les jours l'exemple. Je suis convaincu que ça va passer. Que ce que nous avons connu dernièrement du côté de la Gambie, est-ce que ça n'affecte pas son moral? C'est un patriote qui est conscient que ce que nous avons connu en Gambie, alors qu'on aurait bien pu gagner ce match-là, a forcément des répercussions dans son rendement, même en club. Donc, je prie simplement Dieu qu'il puisse oublier ça pour essayer de se mettre dans le travail qui est en fait important pour nous. C'est notre joie à nous tous partagée quand nous le voyons jouer les week-ends avec Arsenal, marquer des buts, faire de bons matchs. C'est toute notre joie. Le simple fait qu'il soit là, ça rassure les gens, ça fait du bien, même à l'équipe adverse, curieusement, par les joueurs. Je pense qu'il va se ressaisir. C'est un lutteur, c'est un bagarreur, il va le faire. Voilà, auditeur de Radio Gabon, c'est sur cette page de sport que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mise en onde par Ulrich et Lanka. Au montage, Shelly Manea. Collaboration rédactionnelle, Lof Pakita, Dilebou Mabika, Ahmed Ryan Nzengi. Je suis Fabien Ngio Kevele. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.